vous insistez aussi beaucoup sur le rôle majeur de la capitalisation d'expérience pour les territoires. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots pourquoi et peut-être nous donner quelques tuyaux, quelques propositions méthodologiques ou quelques conseils pratiques? Oui, alors effectivement, la question de la capitalisation d'expérience se pose aujourd'hui et demain de manière tout à fait massive pour les territoires. Pourquoi? Il y a une première raison tout à fait fondamentale, qui est que les territoires, dans la transition systémique vers des sociétés durables, qui est le grand défi de l'humanité au XXIe siècle, tout simplement, est-ce qu'elle va survivre ou est-ce qu'elle ne va pas survivre? Est-ce qu'elle va être capable de passer d'un modèle prédateur à un modèle durable? Les territoires qui, pendant le 19e et le 20e siècle, avaient petit à petit été relégués au rang d'acteurs secondaires, apparaissent comme des acteurs majeurs. Donc la première raison pour laquelle la capitalisation d'expérience des territoires est essentielle, c'est tout simplement que le territoire est essentiel. Or, pour des raisons historiques, c'est les États et les grandes entreprises qui, au XXe siècle, ont monopolisé les moyens de connaissance. Les territoires étaient simplement regardés comme des lieux d'application. Souvenez-vous encore du sommet de la Terre, 1992. Le slogan, c'était « penser globalement et agir localement ». Donc il y avait quelque part des sphères dans lesquelles on pensait, et le territoire, le local, était vu que comme un point d'application. Or, en réalité, c'est à partir du local qu'on pense. Il y a un slogan là-dessus, on pense la complexité avec ses pieds, pas avec sa tête. Et donc, le territoire apparaît, c'est ce que j'appelle la revanche des territoires, apparaît comme l'acteur essentiel avec les filières mondiales de production, l'acteur pivot du XXIe siècle, et du coup, la construction de connaissances sur les territoires, leur capacité à agir, sur leur capacité à être effectivement des acteurs collectifs. Et j'appelle territoire non pas des collectivités territoriales, ce n'est pas un concept administratif, c'est un concept global, c'est une société enracinée dans un territoire, qu'on appelle un territoire. La capacité de ces territoires à se penser et à penser leur changement est absolument décisive. Il y a une deuxième raison qui est la corollaire de la première, c'est territoire, c'est par définition le lieu de la transversalité. Si le territoire est appelé à jouer ce rôle majeur, c'est parce que c'est à ce niveau que s'articulent les dimensions sociales, économiques, politiques, écologiques. Et donc, une action territoriale, même quand elle se présente sous forme de politique sectorielle, de transport, ou d'emploi, ou d'éducation, ou de cohésion sociale, ou que sais-je, touche en réalité à tous les autres aspects. Et donc, une approche en critères ouverts, où on essaie de comprendre ce qu'on a appris, sans définir a priori qu'on a appris sur l'éducation, on a appris sur les flux de transport, qu'est-ce qu'on a appris, effectivement, se prête particulièrement bien à une approche territoriale. Il y a une troisième raison, très importante, avec une dimension politique et épistémologique. C'est la diversité des contextes. Le propre des États et le propre des organisations internationales est de vouloir normaliser. Ce n'est pas un hasard si ce sont des institutions internationales comme la Banque mondiale qui ont été les promoteurs jusqu'au catéchisme de la notion de meilleure pratique. Parce qu'un appareil de normalisation, ce qu'il veut, c'est observer le réel, en tirer des leçons, le transformer en normes et le diffuser sous forme de normes. Le propre des territoires étant leur diversité, chaque action a des résultats qui dépendent énormément des conditions de contexte. Et donc l'idée qu'on va pouvoir
transférer comme ça les meilleures pratiques d'un continent à l'autre, voire d'une ville à l'autre, est particulièrement absurde. Et le cœur du dialogue entre territoires, c'est précisément de concilier unité et diversité. C'est-à-dire, on reconnaît la diversité extrême des sociétés locales, des territoires, et en même temps, on a besoin de tirer des leçons ensemble. Et donc, c'est ce qui explique que dans les mécanismes de capitalisation, la confrontation d'expériences enracinées dans les territoires différents, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure, est absolument essentielle pour produire tout simplement de la connaissance. Enfin, les réseaux de territoires se sont multipliés depuis 30 ans, si vous voulez, depuis les réseaux historiques comme International Union of Local Authorities, INULA, qui étaient des réseaux de collectivités territoriales. On a vu fleurir un nombre incalculable de réseaux. Dans ces réseaux, la connaissance circule en permanence et les territoires s'inspirent, de merci, les uns des autres, parfois sous forme de mode, mais si vous prenez des choses comme l'économie circulaire ou la récupération des rivières dans les villes, des bords de rivières dans les villes, ou bien les questions de mobilité douce, il est évident que chaque territoire s'inspire des autres. Ah bon, toi, tu as marché cette histoire de Vélib, je vais faire ça, et puis on voit ça se... Donc, en permanence, cet échange existe, sans nécessairement qu'il y ait formalisation d'une capitalisation d'expérience, mais il y a un stade auquel il devient nécessaire de mieux identifier ce qu'on a appris ensemble, et c'est là qu'intervient la capitalisation entre expériences territoriales. Et puis, dernier point, dans cette démarche, il y a toujours une dialectique entre le local et le global. Et ça, c'est important pour comprendre comment peut fonctionner un changement systémique. C'est qu'on a aussi besoin du changement de système de régulation. Je prends, je sais pas, un exemple comme le tri sélectif des déchets. Le tri sélectif des déchets, il naît d'innovation locale. À un moment ou à un autre, il peut y avoir besoin d'une loi, comme ça a été débattu en Europe et en France, pour dire qu'à un moment donné, il faut obliger au tri sélectif des déchets ménagers pour pouvoir composter, etc. Donc il y a un moment où il faut normaliser. Et donc, pour qu'il y ait un vrai dialogue entre le local et le global, et que ce ne soit pas l'État qui impose ses visions normalisatrices, eh bien, il faut une capacité, effectivement, collective des territoires à avoir construit leur propre expérience et être capable de la mettre en mots et à le défendre. Avec une vraie difficulté, qui est le conte de fées. C'est exactement la même chose que dans les organisations dont je parlais, qui avaient leur récit mythique. Beaucoup de villes, beaucoup de collectivités ont énormément de mal à distinguer ce qui est document d'information pour le conseil municipal, pour le document d'information pour le bulletin municipal et réelle réflexion sur les réussites et les échecs. Le propre de la captation d'expérience, vous savez, c'est qu'on apprend souvent beaucoup plus des échecs que des réussites, mais les bulletins municipaux sont rarement peuplés des échecs. Vous voyez ce que je veux dire ?